je m'appelle Denis Gouman, je suis actuellement juge au tribunal francophone de Bruxelles du point de vue correctionnel, donc ça veut dire les crimes et délits qui se passent notamment à Bruxelles et dans sa périphérie. Au préalable, j'ai été pendant 8 ans avocat Oui. et encore plus récemment, pendant 8 ans, procureur du roi, donc à Bruxelles. Et donc ça fait effectivement de moi une personne qui a une vue assez globale de tout ce qui se passe au niveau criminalité à Bruxelles depuis 20 ans maintenant. Tu as participé à l'émission Face au juge, on y reviendra dans quelques instants. Tu as participé également dans un ouvrage avec Pauline Chaudat. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à cet ouvrage et comment était la collaboration avec Pauline Chaudat? En réalité, c'est plutôt Pauline Chaudat qui est venue vers moi avec l'éditeur Racine donc pour me demander mon accord pour pouvoir faire donc cet ouvrage avec les autres collègues qui participent aussi à l'émission Face au juge. Et le but était finalement de reprendre certains passages et certaines séquences emblématiques entre guillemets de l'émission pour pouvoir la débriefer et pour surtout pouvoir un peu plus expliquer certaines notions juridiques, puisqu'en fait, en réalité, dans l'ouvrage, on reprend les meilleurs moments, on va dire, de l'émission, avec chaque fois un décryptage, pour bien, finalement, arriver à cette volonté pédagogique de l'émission, qui est celle de pouvoir expliquer la justice, être dans les coulisses, finalement, de la justice, pour que tout un chacun puisse comprendre le fonctionnement de la justice. Et donc, moi, effectivement, comme mes autres collègues, on a accepté de participer à cela, et puis ça permet, finalement, d'aller un peu plus loin que l'émission, parfois. Procureur du roi, porte-parole du parquet de Bruxelles. Quels sont les enseignements que tu pourrais tirer de ces fonctions qui sont quand même très exposées? Et on le voit encore avec Julien Moinil aujourd'hui, qui est placé sous protection judiciaire. Quelles sont les leçons que tu tires de ces deux grosses fonctions? En réalité, voilà, moi quand j'étais à l'université, j'avais toujours eu comme volonté d'un jour être procureur du roi, de substitut du procureur du roi, c'est-à-dire finalement défendre l'intérêt général. Qu'est-ce qu'un procureur? C'est celui qui, avec les policiers, recherche les crimes et délits et puis les poursuit devant le tribunal et donc soutient l'accusation devant le tribunal, donc explique pourquoi l'enquête a mené à telle constatation, pourquoi est-ce qu'une personne est poursuivie et soutient également la demande d'une peine éventuelle contre la personne en fonction évidemment de la gravité des faits qu'il a commis. Et donc ça, c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. J'étais très content de faire d'abord le métier d'avocat parce que ça apprend beaucoup de choses aussi sur la nature humaine. C'est bien d'aller voir comment ça se passe en prison, c'est bien de voir comment une personne peut, dans des difficultés, pouvoir exprimer certaines choses dans la confidentialité d'un entretien d'un cabinet. Donc c'est quelque chose d'important et ça permet aussi, je pense, d'avoir une vue très, très large de l'aspect de la criminalité. Et donc, au niveau du parquet, j'ai effectivement fait ça depuis fin 2013 jusqu'à 2022. Et au fur et à mesure, on m'a demandé effectivement également de communiquer pour le parquet. Donc j'ai, pendant 5 ans, été porte-parole du parquet. Et là, finalement, ça revient à devoir commenter l'actualité judiciaire, quasi au jour le jour, puisqu'à Bruxelles, qu'on le veuille ou non, mais c'est une réalité, il y a évidemment beaucoup de faits qui se déroulent, de crimes et délits, et donc la presse au courant de ces éléments-là viennent vous demander des éléments d'information. Évidemment, il faut être très prudent, puisque au stade évidemment, du parquet, il y a une enquête qui démarre, et donc on ne peut pas commencer à communiquer tout et n'importe quoi. Et la difficulté, un des enseignements majeurs, c'est vraiment qu'il y a vraiment une différence entre le temps judiciaire et le temps des médias, et même le temps de l'opinion publique, et même le temps politique. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens veulent évidemment, alors qu'on entend qu'il y a un cadavre qui a été découvert à tel endroit, à telle station de métro, veut savoir déjà qui l'a tué, comment, si la personne est arrêtée, si elle est complice, etc. Et ça, on vous demande ça 24 heures après que le crime ait eu lieu. Or, évidemment, le temps judiciaire, c'est pas celui-là, parce qu'il faut d'abord faire une enquête, il faut d'abord faire toute une série de vérifications. Et même si on arrête une personne, il peut y avoir des complices, il faut être prudent dans ce qu'on communique. Et puis, il faut aussi pouvoir, que l'enquête se fasse, voir si la personne était par exemple saine d'esprit, des expertises, etc. Donc, il faut effectivement, même dans les affaires qui paraissent parfois un peu simples pour l'opinion publique, il y a toute une série de devoirs qui doivent être effectués. Et donc, il faut comprendre finalement, cette différence de temps entre l'aspect judiciaire et finalement ce que l'opinion publique attend. Et justement, pour que cette opinion publique comprenne un peu mieux le monde judiciaire, tu as accepté de participer à l'émission Face au juge. Quel était ton but
Est-ce que c'était vraiment de rendre cette justice accessible? Alors moi, on vient me chercher, en fait, après 5 ans, 6 ans Oui. d'émission face au juge, pour finalement accepter de voir les caméras dans la fonction que j'exerce à l'époque, qui est celle de procureur, et surtout dans la section de la permanence, en fait, des urgences du parquet. C'est là où Ok. vous avez les gens qui sont arrêtés, par exemple, je sais pas moi, 10, 15 tous les jours. Mhm. Et là, il faut les auditionner, voir comment on Mhm. oriente le dossier. Et en fonction de la personnalité, de ce qu'elle raconte la personne, de la gravité des faits, on Mhm. l'oriente, par exemple, on demande un mandat d'arrêt ou alors on cite immédiatement devant le tribunal. Et donc, en fait, c'est ces entretiens-là qui se déroulaient dans le bureau du procureur, qui ont été filmés. On m'a demandé de le faire. J'ai accepté parce que moi, je n'ai rien à cacher. Ouais. En soi, voilà, que je soutiens les caméras ou non, Le je juge fais voit comme elle-même. ça. Donc, la décision que je Ouais. prends est la même. Et donc, moi, j'ai pas de souci, en fait, que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne. Mhm. On ne peut pas à la fois demander aux gens d'avoir confiance en la justice et à la fois de rien montrer. Il faut Mhm. pouvoir justement, pour qu'il n'y ait pas cette impression que les juges ou les procureurs vivent dans une tour d'ivoire, Oui. eh bien, il faut pouvoir justement rendre ça accessible et compréhensible. Parce que les gens sont fascinés par la justice. On le voit dans ce que les gens achètent comme livre, ce que les gens Mhm. regardent comme série, comme film à la télévision. Les gens adorent dire la justice, le monde judiciaire, Mhm. mais ne le comprennent pas toujours. Pourquoi? Mhm. Parce que c'est un jargon parfois compliqué. On porte des toges. Enfin, je veux dire, ça rend quand même certaines choses, une certaine distance Oui. entre la réalité et les perceptions. Et donc, ça me semblait utile de pouvoir contribuer, comme d'autres collègues, au fait que les gens comprennent mieux. C'est une partie de la justice, ce n'est pas Tout à fait. toute la justice, puisqu'on parle de cas évidemment accessibles au grand public, des Mhm. juges de paix, les juges correctionnels, les juges de police, donc c'est un peu la justice de tous les jours. Oui. Il y a bien sûr toute autre chose, évidemment, dans le cadre judiciaire, mais ici, pour que les gens puissent comprendre mieux la justice de proximité, ça me semblait effectivement un vecteur important. On voit dans les émissions que parfois le ton est très dur, parfois les avis ou les témoignages sont bouleversants. Est-ce que c'était utile de montrer cette complexité, de rester neutre et Ben, il de faut ne pas être, avoir d'émotion, entre il faut être guillemets? clair, mais je ne suis pas certain que justement dans l'émission, moi j'ai plutôt l'impression quand je la regarde, mais que justement que c'est ça que les gens aiment bien, c'est qu'il y a des émotions, que ce soit dans le cadre dans le chef des prévenus ou des Mhm. personnes qui comparaissent, des justiciables qui comparaissent, qui sont parfois énervés, qui sont Oui. parfois insultants, mais qui sont parfois très modérés, très empathiques. Et comme il y a parfois de l'agacement dans le chef des juges, comme il y a parfois de l'empathie, comme il y a parfois le côté d'essayer d'expliquer, de faire comprendre à la personne ce qu'elle a fait n'est pas bien. Enfin, en gros, il y a justement des émotions et qu'il n'y a pas, c'est pas vraiment une émission où tout le monde est neutre, où tout le monde a un visage très fermé. C'est plutôt une émission où on voit que c'est très humain, que c'est la rencontre finalement entre le dialogue entre une personne qui est certes appartient au monde judiciaire, qui doit apporter Oui. cette rigueur-là, mais à la fois un justiciable qui peut aussi exprimer tous les sentiments qu'il a envie. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui fait le succès de l'émission, c'est qu'on voit vraiment que c'est quelque chose d'humain. Oui. Et ceux, là, il y a des gens qui critiquent en disant, et je comprends, qui disent, voilà, on voit les gens, c'est tronqué, ce sont des personnes qui sont parfois Oui. un peu ridicules. Mais non, en fait, c'est la réalité. Mhm. Ceux qui disent ça, je le comprends, mais je leur dis aussi, oui, il vaut mieux quoi alors? Se fermer les yeux, se boucher le nez et attendre que ça passe et se dire, ah bah oui, voilà, ça c'est les populations, on veut pas les voir. Non, je pense que non, justement. Il faut montrer on vit dans cette réalité-là. Et si les gens sont un peu interpellés ou choqués parfois, ben justement, il faut faire en sorte Mhm. d'améliorer les choses. Ça ne nous appartient pas, nous, pouvoir judiciaire, Mhm. mais à ceux qui sont en charge de pouvoir diriger la société, de se rendre compte que, voilà, comment faire en sorte que ce type de personnes voilà, n'arrive pas devant la justice, Ouais. par exemple. Ok. Justice belge maintenant. Euh, Comment elle se porte, la justice belge en général? Elle se porte avec les moyens qu'elle a, comme elle peut. Il faut quand même savoir que depuis pas mal d'années maintenant, depuis que je suis arrivé en 2005 en tant qu'avocat, là on est en 2025, donc ça fait 20 ans en fait, de recul que j'ai par Oui. rapport à cela. Et le problème, c'est que, je ne suis pas le seul évidemment à le constater, c'est qu'en fait on relève un désinvestissement massif dans le monde judiciaire. En tout cas, ce qui se passe, c'est que vous avez des bâtiments qui ne sont pas rénovés, en tout cas
une série qui ne le sont pas. Et ça demande un énorme budget, il faut le savoir. Vous avez aussi des conditions de travail, en fait des juges qui sont de moins en moins nombreux pour traiter de plus en plus d'affaires. Alors il y a des cadres, certes, mais la réalité, regardez à Bruxelles, en 10 ans, on a eu des attentats, on a eu des affaires de grande ampleur de trafic de drogue, plus des grandes affaires financières, plus, faut pas oublier, regardez la population bruxelloise. Je veux dire, ça demande quoi? Ça demande une complexité particulière dans le cadre de dossier, même regarder en droit familial. Vous avez à Bruxelles des gens de toutes origines, centaines d'origines différentes. Et donc, quand vous avez un litige entre une personne d'origine moldave qui a épousé quelqu'un d'origine portugaise et qui s'est marié en Italie, quel droit appliquer? Je veux dire, c'est une affaire plus complexe que si vous étiez dans une localité où en fait il n'y a a priori que des Belges, des Français, etc. Puisque là, forcément, le droit est clairement établi. Là, vous devez faire quand même des recherches en droit international privé pour essayer de trouver cette solution. C'est quelque chose qu'on ne parle jamais, mais je veux dire, c'est la sociologie qui fait en sorte que les affaires sont souvent plus complexes aussi, même d'un point de vue civil. Par exemple, également, imaginons pour Bruxelles, vous avez quoi? Vous avez aussi tout le siège. Tous les sièges sociaux d'entreprise sont à Bruxelles. Ça veut dire que les procès, forcément, il y en a plus à Bruxelles, puisque lorsqu'en civil ou en commercial, vous attaquez une société, son siège social étant à Bruxelles, c'est le tribunal bruxellois qui est compétent. Donc tout ça fait en sorte que Bruxelles a quand même un réel, une importance dans le nombre d'affaires. Ça, il faut en tenir compte aussi, notamment dans les magistrats, dans les greffiers, etc. Ça, je pense que certains n'ont pas encore très bien compris. Ça ne veut pas dire que, par exemple, Anvers, Liège et Charleroi, c'est ton épouse. Loin de là, ils ont aussi énormément de dossiers. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a des spécificités aussi bruxelloises dont il faut tenir compte et qui ne sont pas forcément perçues par ceux qui doivent attribuer les moyens. Voilà. Après, ça, c'est aussi des arrangements politiques et autres. Mais je veux dire... Et donc, les grands défis, c'est... Les grands défis, c'est le manque de moyens, le manque. Il faut investir aussi dans le bien-être des magistrats. Quand vous savez que vous avez à Nivelles, vous avez un palais de justice qui a été fermé, qui va peut-être un jour réouvrir prochainement, mais qui a été fermé pendant de nombreux mois pour insalubrité. L'inspection du travail a fermé. Les collègues, les greffiers, les employés travaillaient dans cet environnement insalubre, donc. Selon les règles de l'inspection du travail, insalubre depuis de nombreux mois, voire années. Et on a accepté de le faire. Et voilà, donc vous vous rendez compte quand même que on peut comprendre qu'il y a certaines grognes ou qu'à certains moments on se dit, ok, on nous demande beaucoup de choses, mais à un moment, si on veut être attractif, parlons du cas également des moyens digitaux. Alors, ça va mieux aujourd'hui qu'hier, mais on part du Moyen-Âge et on est potentiellement entré au XXe siècle. Mais là, on n'est pas en 2025, puisque comment voulez-vous être attractif aussi par rapport à un avocat qui veut changer d'orientation, qui veut devenir magistrat, mais si on lui dit mais en fait ton iPhone 15 ou 16, on va le remplacer par un Nokia 3210. Il n'y a pas à voir et ta tablette je ne sais quelle marque, eh bien en fait tu vas la laisser là et tu vas prendre une petite cordelette pour attacher les dossiers. Je veux dire, comment voulez-vous qu'il y ait une activité et entre le moment où je suis devenu magistrat, on était 300 candidats, 350 candidats par an. Aujourd'hui, ils sont moins d'une centaine. C'est ça qui moi, qui me pose problème parce qu'il y a un réel danger pour l'état de droit. Si vous n'avez pas assez de juges, assez de magistrats, comment vous faites? Ou alors, si vous n'êtes pas assez attractif, vous allez avoir des gens qui, entre guillemets, la fuite des cerveaux, comme on dit. Donc, tous les gens un peu compétents vont dire, mais moi, je vais quitter la magistrature, je vais travailler dans le privé et ça rapporte plus. Où il y a plus de moyens, où c'est plus agréable de travailler. Et vous allez voir que des gens, finalement, font ça un petit peu comme ça, par habitude, sans peut-être avoir l'entièreté des compétences, parce que finalement, quand il n'y a plus personne, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bien prendre de bien engager des gens. Donc, ça reste quand même un sacré problème. Donc, il faut investir là-dedans, pas pour le fait qu'il faut des magistrats en plus, mais parce qu'en fait, ça garantit que chacun, un jour où il est confronté à un problème, et ça peut arriver à tout le monde, un divorce, une séparation, un problème de garde d'enfants, un problème avec son voisin, un problème de roulage, soit jugé par des gens les plus compétents possible. Tu parlais tout à l'heure du temps judiciaire, du temps politique, temps médiatique. On parle souvent de la lenteur de la justice, les moyens limités, des pressions diverses externes, pression politique, pression médiatique, pression de certains réseaux. Comment on fait pour garder le cap
dans tout ce contexte-là. Mais le juge est, là parlons du juge, puisque c'est plus Ouais. à ce niveau-là dont on parle là, le juge est viscéralement indépendant dans le sens où justement il ne peut, s'il veut juger correctement, forcément il ne peut avoir déjà égard qu'à un dossier de procédure, écouter les parties, et en soi, très honnêtement, je n'ai jamais ressenti une pression de quelqu'un pour me dire je dois juger de telle façon ou de telle autre façon. Ce qui se passe très clairement, ça c'est autre chose. C'est qu'il y a une réelle volonté de la plus grand nombre d'aller très rapidement. Et c'est normal. Le but est toujours d'aller le plus vite possible. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut que ce soit aussi le mieux possible. Et la grande difficulté qui se passe, notamment quand on voit les procédures accélérées qu'on a développées à Bruxelles en 10 ans, ça, de manière exponentielle. Au début, il y avait 2 audiences par mois où on traitait 15 affaires, ça faisait 30 audiences par mois. Aujourd'hui, il y en a peut-être le triple par semaine. Donc, je veux dire, c'est totalement exponentiel. Le danger qui peut résister là-dedans, tout le monde trouve ça super bien quand ça ne le concerne pas forcément, mais quand ça le concerne, on va dire, ah oui, mais on aurait peut-être dû faire tel devoir d'enquête, on aurait dû faire ça, moi j'ai demandé qu'on vérifie les caméras, on l'a pas fait, et donc le problème c'est ça aussi, c'est qu'il y a toute une série de choses, moi je suis pour la procédure accélérée, je ne suis pas pour la procédure expéditive, donc il faut, ça c'est le parquet, c'est le travail du parquet, d'amener les dossiers, il faut qu'ils soient sérieux et complets. Il faut, si c'est juste pour envoyer le dossier devant le juge pour dire là on a fait du chiffre, on a envoyé le dossier, on est content, il est sorti de nos armoires, et qu'en gros il n'y a rien là-dedans, alors vous allez avoir quoi, un acquittement, et finalement c'est pas la justice qui en sort grandi puisque personne n'est content. Alors, sauf la personne qui a été acquittée, mais je veux dire la société ne l'est pas, la victime ne l'est pas, etc. Donc en soi, c'est important, mais il faut que ça aille vite, mais il faut que ce soit complet, bien fait, etc. Et donc ça c'est encore plus compliqué parce que sortir un grand nombre de dossiers, c'est déjà compliqué, mais alors il faut encore qu'il soit complet et parfaitement ficelé, et donc ça demande quand même un investissement et une ardeur de travail très importante. On entend parfois l'opinion publique qui dit qu'il n'y a pas de justice, la justice est invisible, elle n'existe pas. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? C'est à la fois vrai et non, puisque on l'a dit au départ, il y a énormément de gens qui regardent les émissions, donc qui voient que la justice existe. La grande difficulté toujours, c'est quand on dit il n'y a pas de justice, c'est toujours le sentiment de justice est très personnel. Et quand vous avez un procès, généralement vous avez une ou deux personnes il y avait 2-3 personnes en présence et l'une ou l'autre ne va pas être contente, puisqu'en gros le juge n'aura pas été totalement dans son sens ou n'aurait pas été du tout dans son sens. Et donc là, le sentiment dit moi mes arguments n'ont pas été entendus, il n'y a pas de justice. L'autre va être très contente ou partiellement contente. Bon, ça c'est toujours la complexité. Et dès qu'on doit régler les choses, c'est que parfois il y a des choses aussi compliquées à expliquer que les gens ne comprennent pas forcément. C'est pareil quand moi je vais chez le médecin ou quand on parle de termes scientifiques. Moi je ne suis pas du tout scientifique, je ne connais pas tous ces termes-là et je suis aussi possible méfiant, on me dit oui mais enfin je ne comprends pas et pourquoi ça et donc c'est toujours la même chose quand on a affaire à quelque chose de très spécialisé mais dont tout le monde pense en réalité pouvoir avoir une idée. C'est un peu différent de la médecine parce que c'est tellement pointu et scientifique que pas forcément évident de savoir exactement d'où vient telle et telle chose en matière de science. Par contre, en matière de justice, tout le monde est confronté, lit dans la presse des choses, et on dit, ah ben ça c'est, moi j'ai mon idée là-dessus, tiens, et prenons l'exemple du décès du pauvre Fabien, récemment, qui a été touché par une voiture de police, etc. Mais vous avez dans le même séquence, vous avez des personnes qui disent mais c'est un scandale, le policier devrait être en prison, et vous avez tout autant d'autres personnes qui vont dire mais c'est un scandale qu'on ait osé poursuivre ce policier alors que le gamin avait rien à faire sur une trottinette. Et en fait, pour les deux, on va dire, il n'y a pas de justice parce que si on prend une décision, il y a la moitié qui vont pas être contents. Et donc, c'est parce qu'on a l'impression de savoir un petit peu, voilà, on a tous une opinion sur quelque chose d'un fait divers, par exemple. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Il faut voir quelle infraction on retient, si c'était l'infraction, quelle est l'absolution nécessité d'aller mettre cette personne ou pas en prison. Enfin, il y a toute une série de critères et d'éléments. Ça, les gens, forcément, ne le connaissent pas parce que tout le monde n'a pas fait 50 droits. Et encore, ceux qui ont fait 50 droits ne sont pas spécialisés forcément en droit pénal. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression que les gens ont cette idée-là, parce que tout le monde se fait une idée de la justice ou se fait une idée de sa propre idée en lisant les choses, enfin en lisant ou en entendant quelque chose à la radio ou à la télévision. Mais c'est bien plus complexe que ça en a l'air. Oui, c'est ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme, tous ceux qui ont quelque chose à dire. J'ai appris un mot aujourd'hui, grâce à vous, vous voyez. Donc, quoi. Avec plaisir. Est-ce que tu as des anecdotes
que tu peux raconter par rapport à ce que tu as déjà vécu au cours d'une audience, quelque chose qui t'a surpris, quelque chose de très bouleversant. Alors j'ai une anecdote vraiment purement anecdotique, mais qui montre parfois les choses particulières. C'est que j'avais un jour à devoir juger une personne qui est détenue, Ouais. qui donc porte un prénom et un nom, etc., indiqué sur la citation, etc. Ouais. Et donc je demande de faire monter cette personne, qui s'appelle, on va dire Olivier Dupont, peu importe, et qui est détenu, etc. Et qui est prévenu pour avoir commis un vol avec effraction, etc. Et donc je fais monter ce détenu, je lui demande s'il s'appelle Olivier Dupont, il me dit effectivement, et puis on effectue toute l'audience, etc., le procès, donc le procureur requiert, la défense plaide, et au moment où je lui demande s'il a un dernier mot, il me dit oui, effectivement, mais je voudrais en tout cas que ça en finisse parce que comme j'ai un autre procès qui a lieu dans 15 jours à tel endroit, je voudrais que... Et là, il y a un problème parce qu'on se dit mais non, la personne qui est en prison, en réalité, le prévenu qui devait censé comparaître, n'a pas ce deuxième procès. Enfin, c'est pas marqué sur les renseignements qu'on... Et alors, je lui demande, vous êtes bien monsieur Olivier? Je dis oui, je suis bien monsieur Olivier Dupont, etc. Et puis, on s'aperçoit que en réalité, ben non, c'est bien Olivier Dupont, mais il y en a un deuxième prévenu pour le même type de fait dans le cellulaire le même jour. Ok. Et donc, on va faire monter Le- un des deux, on va dire, mais pas qui le n'était bon. pas le bon. Et moi, évidemment, la coïncidence, Oui. j'ai posé 2-3 questions sur son identité, mais ça transparaissait pas à ce point-là du dossier. Et donc, en réalité, ça veut dire qu'on a fait, là, c'est l'exemple d'une perte de temps, en l'occurrence, c'est qu'on a fait, évidemment, 1 heure de procès pour rien, puisqu'en gros, mais alors, ce qui est marrant, c'est que personne ne s'est aperçu Oui. réellement du fait que, ben voilà, c'était pas exactement le même fait pour lequel on s'entendait, puisqu'en fait, les faits étaient assez similaires. Donc ça, c'est un exemple très cocasse, Ouais. qui arrivait qu'une fois, et heureusement, n'arrive pas souvent. Ça, c'est une vraie anecdote, parce que avoir le même jour quelqu'un qui s'appelle exactement de la même façon, poursuivi pour le même type de fait, ça, c'est Oui, quand c'est même la la probabilité est très rare. Et alors, une autre anecdote est là, plutôt pour montrer aussi que l'audience peut être un vecteur aussi de réconciliation, et des choses qu'on n'imagine pas. C'est on le voit d'ailleurs dans l'émission face au juge, c'est qu'on voit en fait une personne qui est poursuivie pour avoir tabassé quelqu'un dans un café. Manifestement, elle était imbibée d'alcool, ça s'est mal passé. Elle a frappé une personne qui était à côté d'elle dans le café. Et les deux sont la victime et le prévenu sont devant moi. Ouais. Et alors, moi, je demande à ce prévenu, je dis, mais enfin, pourquoi est-ce que vous frappez cette personne comme ça tout d'un coup? Elle m'explique qu'elle a bu 10 triples carmélites. Ça fait 30 carmélites simples. Ouais. Non, mais je veux dire, pour l'anecdote. Non, mais donc, c'est quand même sérieux. Et donc, voilà, ça se passe. Et je vois la victime qui, petit à petit, commence vraiment à avoir de l'empathie pour le gars. Et donc, le procureur requiert une peine de prison modérée, mais une peine de prison. Et finalement, la personne qui était venue pour récupérer la somme de ses frais médicaux, etc., je crois que c'était plus de 80 euros, eh bien, elle dit, écoutez, moi, je veux absolument pas que ce monsieur paye encore quelque chose. J'entends que ce procureur du roi demande telle peine, etc., mais moi, je veux vraiment pas que monsieur ait des problèmes. Et finalement, ils sont mis les bras, enfin, jetés, entre guillemets, carrément dans les bras à la fin de l'audience, en se tapant presque comme 2 jours de foot à la fin d'un match, quoi. Et voilà, en partant quasi bras dessous, et donc ça, c'est quand même incroyable de voir à la faveur comme ça d'une audience, du déroulement des choses, comment en fait il y a eu une espèce d'empathie réelle entre la victime et le prévenu, qui s'est excusé évidemment, qui était en aveu, qui a dit voilà, mais bon, vous faites tabasser, vous n'avez pas forcément l'envie d'entendre des excuses ou d'être particulièrement attentif au sort de l'autre. Et bien là, vraiment, il y avait une sorte d'alchimie qui a fait que finalement, là où ça aurait pu peut-être même dégénérer, vous avez finalement 2 personnes qui ont sans doute eu, pour le coup, l'impression d'avoir eu une vraie justice où tout le monde a pu entendre les arguments et finalement presque se réconcilier, et même se réconcilier le jour de l'audience. Ok, c'est chouette. Dans les interviews, j'ai toujours une partie un peu plus light, un peu plus soft.
Plutôt ceci ou cela, je te donne 2 propositions et tu choisis laquelle tu Oui. préfères. Donc, Il faut expliquer ou pas? Ah oui, oui. Plutôt vin ou bière? Alors vin, sans conteste, parce que j'adore ça. Bière, je suis moins fan. Rouge, blanc? Les deux, peut-être une petite préférence pour le rouge, modérément. Oui, Quand même, il faut quand même, non, il faut le rappeler, oui. parce que c'est une réelle élection. Moi, je le Oui. vois tous les jours. Hein, les gens, je ne prends pas forcément du vin, mais de l'alcool en général. Il faut quand même être prudent là-dessus, parce que c'est vraiment, on boit un verre, puis on en boit 3, puis on en boit une bouteille, et c'est parti. Il faut quand même être, et ça engendre plein de choses. Donc, il faut vraiment être vigilant. Mais pour la dégustation, pour ça, c'est très agréable. J'ai fait 2-3 ans de cours d'énologie aussi, donc je suis plutôt, voilà, plutôt entre les deux, je choisirais plutôt le vin. Été ou hiver? Enfin, plutôt printemps, mais à choisir l'été. Je suis quelqu'un qui est né au printemps, donc j'aime bien quand il commence à refaire un peu beau vers avril. Voilà, mais j'aime pas non plus très forte chaleur, donc pour l'instant en été, je pense pas que l'avenir fera qu'on sera plus au frais, mais donc voilà, donc le printemps, si on me demande une saison, je dirais le printemps. Mais à choisir, je quand même préfère avoir chaud que froid. Plutôt Braque ou Vasarely? Je fais référence aux inconnus. Oui. Bon, plutôt Vasarely alors qu'il est à choisir. Plutôt du matin ou du soir? Pour travailler, je veux dire. Pour travailler, eh bien un peu les deux. Ok. Parce qu'en réalité, j'ai un métier qui me permet de pouvoir évidemment, bon, j'ai des jours d'audience. Et puis j'ai aussi d'autres activités, j'ai une vie de famille, etc. Donc en fait, parfois, je dois aussi rattraper un peu le retard de la fin d'après-midi s'il faut faire le devoir avec un enfant, s'il faut cuisiner, etc. Donc en soi, je suis plutôt à la fois le matin pour travailler, là c'est sans doute la période la plus efficace pour moi. Et puis parfois, effectivement, à la fin d'après-midi, il y a un moment où je dois m'occuper d'autre chose et donc je reprends le soir. Parce que voilà, c'est des métiers où effectivement il y a beaucoup de rendement. Mais donc voilà, ça veut dire un peu les deux, mais. Et plutôt sucré ou salé? Plutôt les deux aussi, c'est ça le problème. C'est un peu mon problème. À choisir, je dirais aller salé. Bon. Avec un péché mignon. Pas contre. Je suis très simple en matière de cuisine. J'aime beaucoup les plats belges, brasserie. Je suis très simple. Je vais rarement dans des restaurants étoilés ou gastronomiques de temps en temps comme ça pour une occasion, mais très rarement. Donc j'aime bien aller dans une bonne brasserie, dans un bon restaurant italien par exemple. J'aime beaucoup les spaghettis aux fruits de mer par exemple. Ah oui, ok. Ou un morceau de viande ou même un bon poisson. Enfin voilà. Mais je suis pas très sophistiqué on va dire. Ok. C'est pas plus mal non plus. Hein. C'est comme ça. Bon vivant. C'est comme ça. Ouais. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Pour celles et ceux qui vont regarder la vidéo, quel serait le message que tu souhaiterais leur adresser? Ben, je leur dirais que on fait un beau métier, on entend beaucoup, ben voilà, c'est aussi parce qu'on vit des choses et on a parfois envie de faire ces métiers. On a vraiment les gens de justice, les gens qui font ça, c'est vraiment une vocation, c'est une volonté d'eux. Les magistrats, leur but c'est vraiment d'essayer de rendre la société meilleure, de faire en sorte que le monde aille mieux, d'un point de vue de sécurité notamment et d'autres choses. Et donc en soi, il y a vraiment cette volonté-là de faire les choses bien, etc. Et donc on entend souvent ces personnes se plaindre parce qu'ils voudraient faire mieux, ils voudraient être plus nombreux, ils voudraient travailler dans les meilleures conditions pour pouvoir apporter encore mieux la justice, qui est un sentiment qui leur est évidemment très cher. Mais par contre, il ne faut pas oublier que c'est vraiment un métier extraordinaire. On se plaint parfois, mais c'est un métier extraordinaire parce qu'elle permet, moi en tout cas dans ce que je fais, de côtoyer la nature humaine dans toutes ses facettes, avec des gens, comme je disais tout à l'heure, avec véritablement une empathie, des gens extraordinaires, comme parfois tout l'inverse, des gens où on se demande bien ce qu'on va pouvoir gratter pour trouver une once d'humanité. Et donc, je veux dire, c'est très complexe. C'est très complexe et voir cette nature humaine qui s'affiche comme ça tous les jours dans une salle d'audience, c'est assez passionnant. Et moi, ça me passionne, au-delà des affaires juridiques, judiciaires et de devoir apporter une décision à un dossier, mais c'est de comme ça côtoyer toute une série de personnes, parce qu'on en côtoie tout quand même des dizaines par semaine, et de pouvoir voir finalement l'évolution d'une personne. Parfois on est agréablement surpris, parfois on doit malheureusement constater que les choses ne vont pas bien, mais en tout cas c'est de pouvoir vivre ça au jour le jour, et c'est très, je pense, porteur pour l'être humain qu'on est tous en tant que magistrat de pouvoir vivre ces choses-là. Et donc, même si c'est parfois difficile, je pense que ça vaut le coup. Merci Denis. Avec plaisir.